Bon, ma question à Louis Marchildon va porter sur les ondes gravitationnelles dont l'actualité scientifique a parlé récemment. Je sais que la gravité dépend de la masse et la masse dépend du boson de Higgs. Or, on a parlé de gravitation, de rayonnement gravitationnel avant la formation de la matière, si j'ai bien compris, de la masse. Fait que là, je voyais une difficulté considérable. Bon, oui, effectivement. Bon, pour faire un petit contexte encore, les ondes gravitationnelles, c'est quelque chose qui est prédite par la théorie d'Einstein, un petit peu comme les ondes électromagnétiques là, sont prédites par la théorie de Maxwell. Donc, que l'électromagnétisme peut se propager sous forme d'onde. Dans la théorie d'Einstein, le champ gravitationnel peut se propager sous forme d'onde. La question spécifique de Clément, c'est que comment est-ce que les ondes gravitationnelles peuvent avoir de l'énergie dans les tout débuts de l'univers, avant même que les particules soient véritablement formées, donc avant même que le boson de Higgs, qui est celui de la particule qui est censé donner la masse à toutes les autres, est essentiellement formé. Là. La réponse spécifique à ça, c'est que le boson de Higgs est nécessaire pour donner une masse, mais il n'est pas nécessaire pour donner une énergie. C'est-à-dire que, par exemple, les photons, les particules de lumière, elles ont un photon, ça a une énergie, mais ça n'a pas de masse. La masse, c'est essentiellement au facteur C carré près, c'est essentiellement l'énergie quand une particule est immobile. Quand une particule est immobile, sa masse son énergie est égale à sa masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré, selon l'équation d'Einstein. Mais pour le photon n'est jamais immobile. Alors, il a essentiellement une masse nulle, ce qui n'est pas un problème parce qu'il n'est jamais immobile. Alors, le fait qu'il se déplace toujours à la vitesse de la lumière, ça lui permet d'avoir une énergie sans avoir de masse. Alors donc, au tout début de l'univers, les particules existent, elles ont des énergies énormes, beaucoup, beaucoup plus grandes que le contenu énergétique de leur masse, et cette énergie-là n'a pas vraiment besoin du boson de Higgs pour exister. Là où le boson de Higgs devient important, c'est quand les énergies des particules sont beaucoup plus basses, et là que c'est essentiellement leur masse qui donne la plus grande partie de leur énergie, qui fournit la plus grande partie de leur énergie. Alors ça, c'est la réponse spécifique, mais je vous dis quelques mots quand même sur les ondes gravitationnelles, parce qu'on en a entendu parler récemment. Encore là, toujours dans la mesure des anisotropies du rayonnement micro-ondes, on a mesuré également récemment la polarisation du rayonnement micro-ondes. La polarisation, ça c'est le fait, vous savez qu'une onde électromagnétique, ça peut être polarisé, c'est-à-dire que le champ électrique, par exemple, peut osciller dans une direction ou dans une autre, par exemple, et si le champ électrique oscille spécifiquement dans une seule direction, on dit que l'onde électromagnétique est polarisée linéairement. Bon, ben, le rayonnement micro-ondes, qui est une onde électromagnétique aux fréquences micro-ondes, est également polarisé. Et il se peut qu'une partie de cette polarisation-là vienne d'ondes gravitationnelles au tout début de l'univers. Mais ça, c'est pas encore vraiment vérifié là, expérimentalement. Il y a d'autres phénomènes qui pourraient produire cette polarisation-là. Et les ondes gravitationnelles, vous allez sûrement en entendre d'ici un certain nombre d'années parce qu'il y a plusieurs appareils extrêmement sophistiqués en développement et qui sont en train d'être mis au point, qui devraient, on pense, pouvoir détecter les ondes gravitationnelles d'ici peut-être 5 ou 10 ans. Ça va être une fenêtre toute nouvelle sur l'astrophysique. Quand je vous dis qu'il y a plein de choses qui vont se passer en astrophysique bientôt, là, si on trouve des ondes gravitationnelles, ça va être une découverte majeure aussi. Merci beaucoup. Bonsoir, moi j'aurais une question au sujet de la proportion entre la matière sombre et l'énergie sombre. Vous nous dites qu'il y a 75% de l'énergie qui serait de l'énergie sombre et 25% de la matière qui serait de la matière sombre.
sachant, comme vous disiez, que l'énergie est égale à la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré, est-ce que ce serait juste si j'en déduis que la masse de la matière sombre est beaucoup plus élevée que celle de la matière visible? La matière sombre, effectivement, c'est plutôt un... pas la matière sombre, l'énergie sombre, là, c'est essentiellement une forme d'énergie qui est pas due beaucoup à la masse, qui est essentiellement due à, entre guillemets, de l'énergie pure, là. Les chiffres, maintenant, je ne les ai pas exactement en tête, mais aujourd'hui, on pense pouvoir connaître à 1/10 de 1% près la concentration en énergie sombre, matière sombre et matière visible. La matière visible, c'est 4,9% en dernière mesure. Je pense que matière sombre, c'est 24 point quelque chose, puis énergie sombre, 27 point quelque chose, puis l'autre 68 point quelque chose, mais je ne veux pas le dire. Mais on pense connaître à 1/10 de 1% près les concentrations respectives de matière sombre, énergie sombre, puis matière visible. La matière sombre, bien sûr, elle est soupçonnée depuis pas mal plus longtemps que l'énergie sombre. L'énergie sombre, on se rappelle que c'est celle qui est liée à l'accélération de l'expansion. La matière sombre, la première fois qu'on l'a soupçonnée, c'est dans les années 30, quand les gens se sont rendus compte que la vitesse de rotation des étoiles autour du centre de leur galaxie, d'une part, et la vitesse de rotation des galaxies voisines les unes autour des autres était plus grande que ce qu'on aurait déduit à partir du contenu matériel visible de ces galaxies-là. Alors donc, on s'est dit, il y a probablement quelque chose qu'on ne voit pas, qui contribue à la masse des galaxies et qui explique le fait que les étoiles tournent plus vite que ce à quoi on s'attendait. Alors, c'est sombre parce qu'on ne la voit pas. Il y a toutes sortes d'hypothèses sur la matière sombre aujourd'hui, mais ça reste encore ça reste encore un sujet sur lequel on n'a pas de réponse définitive. Pouvez-vous nous dire, je sais qu'on a cartographié la dimension de l'univers. Cette dimension-là, est-ce que ça a une limite? Ben, la limite, il y a une limite de ce qu'on peut voir. C'est-à-dire, on ne peut rien voir. Bon, l'univers, on pense 14,7 milliards d'années. Donc, on ne peut rien voir qui aurait pris plus que 14 millions d'années à la lumière pour nous parvenir. Alors, donc, c'est ça, c'est qu'il y a une espèce d'horizon visible, là, horizon visible qui peut... Bon, s'il n'y avait pas cette idée d'accélération de l'expansion, l'horizon visible serait toujours de plus en plus grand, mais il reste qu'il est toujours limité par le fait qu'il n'y a rien qui peut nous parvenir plus vite que la lumière, essentiellement. Alors, donc, il y a un horizon visible, mais rien ne nous dit qu'il n'y a pas quelque chose à l'extérieur de cet horizon-là. Au sujet de l'expansion et de l'accélération de ce qu'on peut voir au niveau de la limite, quelle serait la vitesse des objets, la vitesse relative des objets qui sont à la limite de la limite? Oui, c'est toujours l'histoire du ballon, là. C'est-à-dire que localement, encore là, rien bouge. Mais c'est que le ballon se gonfle. Et c'est sûr que alors, ce qui fait que plus on est loin, plus les objets sont loin, plus leur distance en fonction du temps varie de façon importante par rapport à nous. Mais elle ne varie pas parce que les objets bougent localement, elle varie parce que le ballon gonfle. Je ne sais pas si ça répond un peu à... Une autre question, mais par rapport en parallèle avec ce qu'on voit aujourd'hui à la télévision, la sonde qui a été déposée sur une comète. Qu'est-ce qu'on peut trouver avec cette sonde-là par rapport au fondement de l'univers? Je ne pense pas qu'on trouve grand-chose par rapport au fondement de l'univers, mais on va probablement trouver des choses par rapport au fondement du système solaire. C'est-à-dire le système solaire,
date d'environ 4,6-4,7 milliards d'années. Donc, c'est à peu près 3 fois moins vieux que l'univers, en gros. Là. Et on pense que les comètes ont été constituées assez tôt dans l'histoire du système solaire et qu'elles n'ont pas beaucoup changé depuis. Alors donc, si on va examiner la structure et la constitution des comètes, on peut avoir de bonnes idées mettons, de la matière qui se trouvait là au tout début du système solaire, mais pas au tout début de l'univers. Je vais vous poser une question philosophique concernant l'univers, concernant la conception et la perception qu'on se fait de l'univers, du réel. Alors, vous avez dit qu'effectivement, pendant très longtemps, on a pensé que tout était statique. Et c'est un peu la manière traditionnelle en Occident, en tout cas, de voir les choses. On ne faisait pas entrer l'idée de temps. On ne faisait pas entrer l'idée d'évolution, de mouvement. On se sécurisait beaucoup à l'idée que les choses étaient toujours ainsi stables et éternelles. Mais à partir du 19e siècle, début du 19e siècle, avec un philosophe notamment qui s'appelle Hegel, l'idée du temps est devenue quelque chose, un objet de réflexion, un objet important de réflexion, et d'autant plus qu'après Hegel, il y a eu Marx, qui a pensé à une histoire humaine, à des lois de l'histoire. Ensuite, en même temps, il y a eu Darwin, qui nous propose une évolution de la matière vivante, une évolution de l'homme, et dans les années 20, Hubble qui nous arrive avec cette idée d'expansion, d'évolution, d'histoire, de temps, en fait. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que ce n'est pas là, question philosophique, bien entendu, est-ce que c'est pas là un effet du progrès de la raison humaine, le fait qu'on tienne compte finalement que le temps existe, l'évolution existe, que nous sommes historiques, que les choses se transforment, ce qu'on oubliait, ce qu'on ne voulait pas voir avant, mais la raison humaine doit donc tenir compte de ce fait-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Que j'en pense? Je pense que c'est un fait, qu'effectivement, depuis le 19e siècle, depuis une centaine d'années ou un petit peu plus, on s'aperçoit que l'univers change, que les espèces animales et végétales évoluent, puis que l'histoire évolue. Mais ça ne me paraît pas nécessairement qu'il y ait une relation de cause à effet entre chacun des trois. C'est-à-dire que je pense que le monde aurait pu être de sorte qu'il y ait l'évolution des espèces, mais que l'univers soit stable, ou des choses comme ça. Je pense que c'est un petit peu... c'est ça, je ne vois pas vraiment de lien de cause à effet entre l'évolution de l'univers, l'évolution des espèces, puis l'évolution de l'histoire. Mais c'est un fait que dans ces trois cas-là, depuis 100 ou 200 ans, on s'aperçoit que le temps joue un rôle important. Concernant l'expansion de l'univers, j'aimerais savoir, est-ce qu'on a une idée de l'ordre de grandeur, de la vitesse d'éloignement des objets? Est-ce que c'est, je ne sais pas moi, 1/100e de la vitesse de la lumière? Les objets, est-ce qu'on a un objet dont on a déterminé la vitesse, c'est la plus grande vitesse de celle qu'on n'a jamais pu déterminer? Est-ce que c'est de l'ordre de la vitesse de la lumière, à la limite, près de la vitesse de la lumière? Les objets les plus loin, oui, vont s'éloigner à une vitesse voisine de la vitesse de la lumière. Oui, oui. Mais je ne sais pas des plus lourds. Les plus loin qu'on... Bon, les galaxies, il faut dire que les premières étoiles se sont formées probablement autour de 100 ou 200 millions d'années après le Big Bang. Il y a beaucoup de chiffres un peu grands là-dedans, mais si je redis les choses, juste pour mettre les choses en contexte, n'oubliez pas que les noyaux atomiques, ça s'est formé dans les minutes qui ont suivi le Big Bang. Les atomes ont été stables environ 380 000 années après le Big Bang. C'est plus là. Et les premières étoiles ont sans doute été formées 100 ou 200 millions d'années après le Big Bang. Donc encore 1000 fois plus loin. Là. Les premières galaxies, elles sont venues peut-être 400-500 millions, on ne sait pas, d'années après le Big Bang.
Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas voir d'étoiles plus jeunes que... On ne voit pas d'ailleurs non plus les toutes premières étoiles, mais on voit, avec Hubble, on voit des galaxies qui se sont sans doute formées moins d'1 milliard d'années après le Big Bang. Et ces galaxies-là, je ne sais pas exactement la vitesse à laquelle elles s'éloignent de nous, mais elles s'éloignent de nous avec une vitesse qui est une fraction importante de la vitesse de la lumière. Merci. Excusez, ça m'amène une question. Tantôt, quand vous disiez que la vitesse d'expansion de l'univers, en fait, ça s'accélère. Est-ce qu'il y a, puis on sait que la matière ne veut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. Alors, est-ce qu'il y a comme une limite? Est-ce que quelqu'un qui a déjà pensé s'il y avait une limite théorique à l'accélération de l'expansion de l'univers? Ben, encore là, c'est toujours l'histoire du ballon. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut aller plus vite que la lumière. Mettons, je ne peux pas avoir une particule dans mon voisinage qui va plus rapidement que la lumière. Mais il n'y a rien qui empêche que 2 points du ballon qui sont localement immobiles aient une distance qui croît avec le temps plus grande que la vitesse de la lumière. Et c'est ce qui se passe dans l'inflation. À l'époque de l'inflation, ça c'est une époque dans une toute petite période de temps, on pense que 2 points éloignés sur le petit ballon de l'inflation, qui sont localement immobiles tout le temps, ont quand même une distance qui varie l'un par rapport à l'autre, quand on la divise par le temps que ça prend, qui est plus grande que la vitesse de la lumière. Mais ça ne contredit pas la théorie de la relativité, ça, parce qu'il n'y a rien localement qui bouge plus rapidement que la lumière. Alors, donc, l'accélération, là, c'est pas impossible qu'il y ait des galaxies extrêmement loin, dont la distance en fonction du temps varie par rapport à nous de façon plus grande que ça. Mais tout ce monde-là est localement immobile. Ça veut dire qu'on ne verra pas ces galaxies-là. Hein? Non. Exactement. Est-ce que ça va finir par éclater? À force de s'éloigner aussi vite que ça, est-ce que ça va finir par éclater? Mais ça a sans doute commencé par éclater, mais effectivement, étant donné que... Ben, encore là, je dois dire qu'on n'est pas... on n'a pas de... je dirais, d'idée définitive sur la dynamique de cette accélération-là. On pense que l'accélération de l'expansion n'a pas commencé au tout début de l'univers. Au tout début de l'univers, il y a eu une expansion, mais qu'elle était d'abord dans une phase qui diminuait. L'expansion allait à une vitesse décroissante. Et quelque part, il y a 5-6 milliards d'années, l'expansion s'est mise à s'accélérer. Et est-ce qu'elle va continuer toujours à s'accélérer? On ne peut pas vraiment le dire. Je dirais qu'il y a il y a certaines approches qui laissent penser que oui, d'autres qui laissent penser que non. Mais est-ce que ça va toujours s'accélérer? On n'a pas de réponse définitive à ce sujet-là. Mais sauf ce qu'on sait pas mal clairement maintenant, c'est que présentement, l'accélération s'accélère. L'expansion s'accélère. Une question très hypothétique. Supposons qu'il y aurait eu un observateur dans les premiers moments de l'univers. À quel moment, dans le temps, il aurait vu la lumière? Ben, 380 000 ans, effectivement, il aurait clairement vu la lumière, là, parce que auparavant, ce qu'on voyait, c'était une interaction, par exemple, des photons avec les atomes, qui faisait que constamment, un photon frappait un atome, éjectait un électron, l'électron se recombinait à un autre atome en émettant un autre photon. Il y avait constamment une dynamique entre les photons et les atomes, ce qui fait qu'on ne voyait pas vraiment de lumière se propager comme telle. Mais pour voir que la lumière se propage comme telle de façon sur de longues distances, c'est à partir de, grosso modo, 380 000 ans après le Big Bang. OK. La question en 2 volets concerne l'immobilité. Zénon, le philosophe qui défend... Oui, il marche pas. Zénon Daly qui défend la position de l'immobilité, puis aussi Leibniz qui dit que si quelque chose bouge, c'est pas parce qu'une force l'a poussé ou qu'un objet l'a frappé, ça bouge en harmonie, un peu comme le ballon. Toutes les choses, indépendamment les unes des autres. Je ne sais pas si vous avez pensé à ces problèmes-là, l'immobilité parménidienne et puis
l'idée de Leibniz que les corps, indépendamment des autres, se déplacent, sans s'influencer les uns les autres? Ben, je pense que l'immobilité de Zénon, c'est pas tout à fait l'immobilité, mettons même à l'époque de l'univers statique. C'est-à-dire à l'époque on pensait que l'univers était statique. L'univers aurait été statique à très grande échelle, mais il n'était certainement pas statique localement. C'est-à-dire, personne n'a jamais pensé que les étoiles ne se déplaçaient pas d'une certaine manière les unes par rapport aux autres, ou que les planètes tournaient pas autour du Soleil depuis Copernic. Donc il y avait du mouvement, mais c'est simplement qu'on croyait qu'à très très grande échelle, à très très grande échelle, c'était essentiellement statique. Il n'y avait pas de mouvement global à grande échelle. Mais je ne pense pas que c'était quand même l'immobilité de Zénon. Là. Et l'idée de Leibniz? L'idée de Leibniz, je ne l'ai pas vraiment en tête. Là. Tu dis que tout se... Leibniz, il dit que le mouvement absolu n'existe pas, c'est seulement le mouvement relatif. Là. Ben, les choses ne s'influencent pas les unes les autres. Okay. Comme les points se développent, pas à cause d'un ou pas à cause de l'autre, mais à cause de quelque chose d'autre. Sans interaction dans la matière. J'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, c'est justement des interactions qui ont tendance à provoquer tout ce mouvement-là, toute cette dynamique-là. Là. Oui, mais pas avec l'exemple du ballon. Il n'y a pas d'interaction entre les points fixes sur le ballon. Non, il n'y a pas d'interaction entre les points fixes. OK. Il n'y a pas d'interaction entre les points fixes, mais dans la théorie de la relativité générale, c'est que le ballon gonfle à cause du contenu énergétique du ballon. C'est-à-dire que la dynamique du ballon est déterminée par l'énergie, par la masse énergie du ballon. Alors, autrement dit, techniquement, la métrique de l'espace-temps est dynamiquement déterminée par le contenu énergétique de l'espace. Alors, on se rend compte que l'univers, à cause du Big Bang, est en expansion, en accélération, et on ne connaît pas toute la masse de l'univers. Il y a une partie de cet univers-là qui nous est inaccessible à cause de sa vitesse, notamment. Est-ce qu'il est possible d'imaginer que cette masse-là de l'univers puisse avoir un effet dans l'accélération, dans l'expansion, et qu'il y ait une sorte de retour, ce qu'on appelle, par exemple, le Big Crunch, c'est-à-dire qu'après un certain temps d'expansion, il y aurait comme une espèce d'effet élastique. La matière reviendrait sur elle-même à cause justement de la loi de la gravitation, puis on connaîtrait une contraction plutôt qu'une expansion. Est-ce que cette idée, cette hypothèse d'expansion et de contraction est encore valable aujourd'hui? C'est-à-dire, c'est certainement une idée qui n'est pas complètement abandonnée. Là. Aujourd'hui, à cause de l'accélération de l'expansion, on pense plus qu'il n'y aura pas de Big Crunch. Là. Mais avant, en 1997, on était d'avis qu'il y avait en tout cas, c'était certainement très envisageable que l'expansion finisse par s'arrêter et qu'il y ait justement une contraction après coup. Aujourd'hui, c'est pas tout à fait dans ce sens-là qu'on va, mais ça ne veut pas nécessairement, il n'y a rien de définitif là-dessus. Là. Ça se peut qu'éventuellement, avec d'autres types de mesures puis d'autres approches théoriques, on revienne à ça. Ce qui serait c'est intéressant, imaginons qu'il y ait une expansion puis une contraction. Alors, ça pourrait peut-être conforter les mythes, les philosophies hindouistes qui nous parlent justement de temps calpa. C'est-à-dire, après un certain temps énorme, il y a un autre cycle qui revienne, ou encore, je pense à Empédocle, qui parlait du temps de la discorde, du temps de la concorde. Enfin, dans le passé, il y a plein de philosophes qui ont imaginé ce genre de rythme de cœur qui pompe éternellement. Je voulais juste dire ça. Oui, ça serait intéressant. C'est beau. Intéressant. Évidemment, c'est dans un tout autre contexte, mais... Ouais. C'est poétique. Les grandes idées... non, mais c'est poétique, effectivement. Les grandes idées, il n'y en a pas tant que ça, en bout de ligne. Puis effectivement, les Grecs ont eu pas mal de grandes idées sur pas mal de sujets. Par exemple, est-ce que la matière est continue ou discontinue? Grosso modo, il y a juste deux choix, c'est continu ou c'est discontinu. Puis il y a les Grecs qui ont dit c'est discontinu, c'est des atomes. Puis il y a des Grecs qui ont dit c'est continu, c'est les éléments d'Empédocle et des choses comme ça.
Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, la question se pose encore. Est-ce que la matière est continue ou discontinue? Puis je ne pense pas qu'il y ait jamais de réponse définitive à ça. Mais ce genre de questions-là, certaines de ces questions-là ont été posées il y a très très longtemps. Puis elles se posent encore aujourd'hui sous des formes différentes, là, mais elles se posent encore aujourd'hui, effectivement. La notion de multi-univers, ça voudrait dire quoi? Oui. Bon, ça, si on veut vraiment parler de spéculation, là, effectivement, bon, il y en a qui parlent de il y a toutes sortes de contextes dans lesquels on parle de multi-univers, là. Un contexte en particulier, c'est celui de l'inflation. Parce que vous vous rappelez, je vous ai dit que, selon la théorie de l'inflation, l'univers qu'on connaît, là, celui dans lequel on habite, vient d'une toute petite portion de ce qu'était l'univers une fraction de seconde après le Big Bang. Cette petite portion-là s'est grandie exponentiellement pour éventuellement, pendant un certain temps, puis éventuellement a continué à grandir, puis a fait notre univers. Mais il y a possiblement d'autres petites portions à cette même époque-là ou ailleurs qui ont aussi fait peut-être des univers différents. C'est spéculatif. Est-ce que c'est ça ou c'est pas ça? Ça reste très, très spéculatif. Il y a d'autres contextes aussi dans lesquels il y a des univers parallèles là, qui sont des spéculations à l'intérieur de certaines théories. Par exemple, en théorie quantique, là, il y a une interprétation de la mécanique quantique qui s'appelle la théorie des mondes multiples. Alors, c'est une autre voie qui peut laisser entendre que ça serait une hypothèse plausible. Mais tout ça, ça reste vraiment très spéculatif. Les éléments du Big Bang, ils proviennent d'où? Parce que c'est pas le néant, en fin de compte, le Big Bang. Non, c'est une question très intéressante. Bon, alors justement, d'où ça vient? En fait, on pense relativement bien comprendre le Big Bang à partir d'une fraction de seconde plus tard. La fraction est vraiment vertigineusement petite. Si vous aimez les exposants, c'est 10 exposants moins 43 secondes après le Big Bang. Je vais essayer de le dire comme il faut. 10 millionième de milliardième de milliardième de milliardième de milliardième de seconde. Alors, on pense relativement bien comprendre ce qui se passe dans le Big Bang à partir de ce moment-là. Dans la toute petite fraction de seconde antérieure, on ne pense pas bien comprendre. Pourquoi on ne pense pas bien comprendre? Je ne veux pas dire qu'on comprend tout non plus, là, mais je veux dire, on a au moins des théories. Pourquoi on n'a pas de théorie dans la toute petite fraction de seconde antérieure du début? C'est qu'on pense à ce moment-là que le champ gravitationnel, qui est la force par excellence dans l'univers global, que la force gravitationnelle devrait être décrite par une théorie quantique au niveau le plus fondamental, comme les autres forces de la nature le sont. Or, on ne possède pas actuellement de théorie quantique de la gravité qui soit cohérente et qui satisfasse tout le monde. En n'ayant pas de théorie quantique de la gravité et croyant que ce qui se passe 10 à la moins 43 secondes après le Big Bang, c'est régi par une théorie hypothétique de cette nature-là, on n'est pas capable de dire ce qui se passe à ce moment-là. Mais ça n'empêche pas les gens de spéculer. Puis il y a des gens qui ont spéculé que justement, peut-être qu'avant le Big Bang, il y a quelque chose qui a peut-être été un Big Crunch, comme ce que vous avez dit, qui a tout amené dans un tout petit point puis qui s'est réexplosé après. Mais ça, on n'a pas les outils théoriques pour vraiment investiguer ça à l'heure actuelle. Ou bien non, c'est Dieu. C'est ça le problème que vous voulez entendre, là. Hein, un principe organisateur. Qu'est-ce qu'il voulait faire compte? C'est sûr que ce rapetisse revient sur lui-même, ça veut dire que le Big Bang n'existera plus. En fin de compte, quand on parle qu'est-ce que Jacques disait tout à l'heure, là, il y a de l'expansion, mais ça peut aussi se rétrécir. Alors, ça fait ça, et ça reviendrait comme ça, alors tout disparaîtrait. Alors, on se demande pourquoi on est là. Mais encore là, effectivement,
si on regarde la théorie de la relativité d'Einstein, la théorie de la gravité d'Einstein, qui est une théorie non quantique, cette théorie-là dit que le Big Bang a commencé dans un point géométrique, un infiniment petit. Or, on pense bien qu'en physique, l'infiniment petit, ça n'existe pas. Le très petit existe, mais l'infiniment petit n'existe pas. C'est pour ça qu'on pense avoir besoin d'une théorie quantique de la gravité qui dirait que c'est pas mal petit, mais pas infiniment petit. Et qui nous permettrait justement d'éviter l'écueil que vous signalez, que finalement tout disparaît dans un point. Ma question, ça va concerner notre perception de l'univers. D'habitude, en philosophie, on dit quand on pense les choses, on ne peut pas s'abstraire des choses. On est dans l'univers, on ne peut pas le penser de l'extérieur. Mais en ce qui concerne la théorie du Big Bang, on ne peut pas se penser dans le point initial. C'est une expérience au niveau de la pensée qui est différente de toutes les autres, depuis le commencement du monde, où on est tout le temps par rapport à des points de repère, des axes, des dimensions, peu importe s'ils sont pré-scientifiques ou scientifiques. Mais dans le cas du Big Bang, par des formules mathématiques, ça nous amène à faire pas une expérience de pensée, c'est pas ça que ça veut dire là, mais de vivre notre intelligence d'une façon unique. On ne peut pas être dans ce qu'on pense. C'est trop petit et c'est donc quelque chose qu'on fait. On fait un pas là, qualitatif dans l'histoire de l'intelligence de l'humanité. Je ne sais pas si les gens réalisent ça, à quel point c'est quelque chose d'unique, ça, penser à un point de départ, qui n'est pas Dieu, qui n'est pas... où on ne peut pas être, on ne peut pas se mettre à l'intérieur. Mais tu parles de point de départ, il n'a jamais parlé de point de départ. Bien, en tout cas, c'était l'image. Bien, l'entité avant les premières secondes, ben, il faut laisser répondre. C'est certainement le cas que, je dirais, la science en astrophysique fonctionne assez différemment de la science dans toutes sortes d'autres domaines. Par exemple, je ne sais pas, prenez, vous voulez expérimenter un nouveau médicament là, en pharmacologie ou en médecine. Là. Bon, ben, vous développez le médicament, vous l'essayez d'abord sur des animaux, éventuellement vous allez le tester sur des personnes. Mais vous pouvez faire des expériences répétées qui vous amènent à dire finalement le médicament est efficace ou il n'est pas efficace. Ou si vous voulez, je ne sais pas, si vous voulez développer un nouveau matériau, encore là, vous pouvez faire plein d'expériences, de tests et tout ça qui vont permettre de développer de nouveaux matériaux. Mais le Big Bang, vous ne pouvez pas faire de tests, vous ne pouvez pas vous placer au moment du Big Bang. Tout ce qu'on a, c'est des conséquences lointaines dans le temps du Big Bang. Alors donc, c'est un peu comme ça en histoire aussi, d'ailleurs. Je reviens à l'histoire. On n'était pas là quand Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Tout ce qu'on a, c'est qu'on a des... On n'a pas de témoins visuels non plus qui vivent encore aujourd'hui. On a des écrits, on a de l'archéologie, on a des choses qui nous permettent de déduire là, de façon quasi certaine qu'effectivement, Christophe Colomb est bel et bien arrivé en Amérique en 1492. Mais le Big Bang, c'est encore beaucoup plus loin que ça, parce que le Big Bang, on essaie de dire des choses qui se sont passées il y a extrêmement longtemps en n'ayant que des traces contemporaines de ça. Et on ne peut pas aller jouer avec ce qui s'est passé à ce moment-là, comme on peut jouer avec les nouveaux médicaments ou comme on peut jouer avec les nouveaux matériaux. Alors donc, faire la science du Big Bang, effectivement, c'est sûr que c'est plus spéculatif puis c'est plus difficile. Est-ce qu'on peut parler de point de départ? On va entendre, oui ou non? On peut en parler, mais encore là, on n'en est pas sûr. C'est-à-dire que, est-ce que le Big Bang, c'est un point de départ absolu? Okay. Ou est-ce que c'est... ou est-ce qu'il y a eu quelque chose avant, comme un Big Crunch antérieur, puis que c'est une succession d'expansion, de contraction? On n'a pas les outils pour répondre de façon définitive à ça. Il y a encore un petit peu de temps. Oui. Avec les instruments qu'on a aujourd'hui, à combien d'années-lumière qu'on peut capter les étoiles les plus lointaines dans l'univers? Avec, on parle de radiotélescope, les anciens télescopes, là, celui de Palomar ou Wilson. Oui, je ne veux pas
pense que les galaxies les plus lointaines qu'on voit, là, c'est avec Hubble essentiellement qu'on voit les plus lointaines. Comme je dis tantôt, elles viennent d'à peu près peut-être 5, 6, 700 millions après le Big Bang. Et étant donné l'expansion de l'univers et l'accélération de l'expansion, elles sont à des distances qui sont, je pense que c'est 30 ou 40 milliards d'années-lumière actuellement. J'ai une question. Moi, je me demandais, parce qu'on dit qu'il y a de la vie ailleurs, est-ce que vous, dans vos recherches, ça fait partie de le savoir ou c'est pas dans votre domaine? C'est pas dans mon domaine, ça ne veut pas dire que je m'y intéresse pas, mais le fait est encore là. Depuis une dizaine ou une vingtaine d'années, on a fait des progrès importants. On n'a pas jusqu'à maintenant encore trouvé de vie ailleurs. Mais ce qu'on a trouvé depuis 10 ou 15 ans, c'est des planètes autour d'autres étoiles. C'est-à-dire, on sait que d'autres étoiles ont des planètes qui tournent autour, comme la Terre tourne autour du Soleil. Maintenant, on connaît maintenant probablement 2000 planètes comme ça. Et on sait qu'il y en a qui, au moins à certains égards, peuvent ressembler à la Terre. Alors, il semble, on pense que à pas mal d'endroits dans l'univers, il y aurait mettons, des planètes qui pourraient donner lieu à la vie. C'est-à-dire qu'il y aurait au moins les conditions climatiques, atmosphériques, aqueuses, qui peuvent donner lieu à la vie. Maintenant, est-ce que la vie s'est formée là ou non? Ça actuellement, on ne sait pas. C'est pas impossible qu'on ne vienne pas à savoir à ces jours. Annonce la prochaine. On va conclure avec Clément. Il y aura une dernière conférence en 2014, dans 2 semaines. Ils vont veiller sur la théologie du corps. Alors, vous êtes invités. Et oui, toujours au même endroit, même heure, même jour de la semaine, dans 2 semaines. Et je vais remercier M. Louis Marchedon pour sa conférence est extrêmement intéressante et pour votre participation aussi. Merci beaucoup et à la prochaine.